Et me revoilà. Cette fois-ci, je vous laisse pas de moi sans podcast. Ça va, les mangeurs de livres? Vous êtes prêts? Bienvenue dans le podcast qui se délecte de livres en tout genre. Alors, d'après vous, aujourd'hui, quel genre de livre je vais aborder pour vous dans ce podcast? Vous savez quoi? Euh, Comme souvent, je suis tombé sur un livre dont je ne soupçonnais même pas l'existence et je savais même pas que je l'avais chez moi. Je sais pas si vous connaissez la collection qui s'appelle Mille et une nuits. C'est sorti un petit peu à la même époque de la collection Librio, vous savez, bon, c'était à l'époque du franc, hein. C'était à l'époque où ils avaient décidé de lancer des collections à 10 balles, quoi, à 10 francs, 1,50 €. Donc maintenant, là, c'est 3 euros pour celui-ci, et je crois que Librio, ils sont arrivés pareil à 2-3 euros. Alors au début, Librio, c'était plus une espèce de recyclage de classiques, quoi, pour que ce soit abordable pour les gens qui les avaient jamais lus. Après, bien sûr, face au succès de livres à 10 balles, ils ont compris qu'ils pouvaient aborder tous les genres, hein. Il y a eu de la SF, il y a eu les grands classiques, justement du fantastique. Il y a même eu des livres un peu d'histoire, genre romaine ou grecque. Et en ce qui concerne Les Mille et Une Nuits, apparemment, c'est plus un peu orienté vers les œuvres méconnues d'auteurs connus. Et en fait, tout ça pour vous dire que là, en farfouillant, je suis tombé sur un petit Mille et Une Nuits, très récent, qui s'appelle George Orwell, Sommes-nous ce que nous lisons? Et en fait, c'est une compilation de, je crois, 4 articles euh, qu'il a fait paraître tout au long de sa vie, quoi, parce que, comme vous le savez, il a été journaliste, notre brave ami Orwell. Et en fait, ça m'a interpellé, hein, pour un mangeur de livres. Sommes-nous ce que nous lisons? Et donc, je l'ai lu, bon, ça se lit vite, hein. Je sais pas, j'ai dû le lire en une demi-heure, et ce qui est étonnant, c'est que pour des articles qui ont été écrits dans les années 30 et 50, c'est incroyable la pertinence et l'actualité de ce qu'il y a écrit dedans. Donc allons, parlons un peu de George Orwell. Je suppose que vous savez tous au moins que c'est l'auteur du fameux 1984, vous savez, la fameuse dystopie qu'il a écrit justement en 1948, parce que c'était l'inverse de 1984. Mais prenons les choses par le début, hein, par le commencement. George Orwell, il a une vie assez brève en fait, en lisant justement, parce qu'à la fin il y a une toute petite biographie, et je pensais pas qu'il était mort si jeune. Il est né le 23 juin 1903. Et il est né au Bengale en Inde, parce qu'à l'époque, il y avait encore l'Empire britannique, et il est né dans la perle de l'Empire, dans le Raj. Et en fait, il adoptera son nom de plume, celui d'Orwell, parce que c'était le nom de la rivière qui était proche de la maison dans laquelle ses parents sont ensuite venus habiter dans le Suffolk, 30 ans plus tard. Donc en 1916, il arrive à avoir une bourse pour une école assez prestigieuse en, en Angleterre. Elle est assez connue, hein, c'est comme Oxford et compagnie, c'est Eton. En 1922, il s'engage dans la police impériale de Birmanie, où il commence à avoir des convictions anti-impérialistes. En 28-29, il est de retour en Europe, il vit à Paris. Et en fait, il n'arrive pas trop à survivre à Paris, il fait plein de petits boulots, il vit d'expédients. Et en 33, justement, il y a le fameux bouquin. Alors, justement, beaucoup de gens connaissent 1984 et la ferme des animaux. Mais moi, en fait, le bouquin que je préfère d'Orwell, c'est celui. Euh, il avait paru originalement en français sous le nom de La Vache Enragée, mais le vrai nom, c'est Down and Out in Paris and London. Et en fait, ça a été traduit plus tard par Dans la Dèche à Paris et à Londres. Et en fait, c'est extraordinaire, pareil, comme bouquin, parce que comme il a été journaliste ensuite, il a une vraie plume. Et en fait, il raconte ce que c'est de la galère de vivre dans la dèche, en fait, dans les années 30, à Paris et à Londres. Donc ensuite, après ces années un peu de galère, et malgré tout, comme il a été à Eton, il est quand même éduqué. Il rentre, enfin, il était déjà rentré à Londres, mais il arrive à avoir un boulot d'enseignant. Et ensuite, ça le lasse apparemment, et il se fait embaucher dans une librairie d'occasion, qui s'appelle la Book Lover Corner. Et le premier article dont je vais vous parler ensuite, il parle de cette expérience-là. En 1937, il écrit un livre qui s'appelle The Road to Wigan Pier, vers le quai de Wigan,
C'est un livre encore issu d'un de ses reportages au sein du prolétariat du nord de l'Angleterre. Et encore une fois, parce qu'en fait, je suppose que vous, enfin, pour ceux qui connaissent un peu l'œuvre d'Orwell, et ceux qui sont un peu intéressés, vous savez qu'en fait c'est un socialiste, ce qui était assez rare en Angleterre. Enfin, pas tant que ça, dans les années 30, il y a eu un mouvement de gauche assez prononcé quand même en Angleterre. Et lui, en fait, toutes ses expériences l'ont mené vers la gauche et le socialisme en particulier. Et donc là, comme il avait fait, c'est la période où il est devenu journaliste, et il avait fait donc une série de reportages sur le prolétariat anglais, et ça l'a encore plus sensibilisé. Et comme c'était un mec de gauche, bah, c'était le moment de la guerre d'Espagne, et il est parti, alors en même temps faire un reportage, mais il a vraiment pris part au combat pendant la guerre d'Espagne, et bien sûr du côté euh, des républicains, et plus particulièrement du POUM, vous savez, le fameux parti ouvrier d'unification marxiste. Et donc ça lui a fallu quelques problèmes parce que on l'a traité aussi de fascisme, paradoxalement, à cause de cet engagement. Mais bon, comme c'était un Anglais, il a réussi à rentrer en Angleterre, et il a adhéré au Labour Party, le parti travailliste. Donc officiellement c'était vraiment un mec de gauche quoi, pour l'époque. Dans les années 40, bah, en fait c'est le moment où il devient critique littéraire. Et pareil, il y a un moment dans ce livre où il parle du métier de critique, et c'est une sacrée tranche de vie. Euh, il a critiqué plus de 700 livres, et pièces et films. Ensuite, il était producteur à la BBC, toujours pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'était sa manière de soutenir le combat contre le nazisme. Et il espérait en fait une révolution socialiste à la fin de la guerre. Bon, bien sûr, ça n'a pas eu lieu. Et c'est pourquoi, en 1945, il a écrit La ferme des animaux, la fameuse fable, l'allégorie, qui est en fait une satire de la révolution russe, et au-delà du totalitarisme en fait. Bien sûr, en 1948, il a écrit 1984, donc la fameuse dystopie, qui sort en 1949, et comme je vous le disais, je ne savais pas, mais le 21 janvier 1950, il meurt à Londres. Alors je sais pas s'il est mort de maladie ou si c'était une mort naturelle, mais parce que peut-être il avait une vie un peu dure, mais ça fait une vie assez courte quand même pour un mec de cette envergure, comme souvent chez les écrivains. Donc 47 ans, comme Lovecraft. Et voilà donc pour la petite pastille biographique. Et donc alors, dans ce recueil-là, Sommes-nous ce que nous lisons, il y a euh, 4 articles. Il y a d'abord Souvenirs de librairie, donc c'est le moment où il était employé dans une librairie d'occasion, et ensuite Confession d'un critique littéraire, donc l'époque où il était critique. Il y a les bons mauvais livres, c'est pas mal ça, et des livres ou des cigarettes, ça c'est sur le coût des livres, et en fait le fameux débat, c'est trop cher de lire, ou c'est pas, enfin, on n'a pas les moyens quand on est pauvre, etc. Donc commençons par le commencement, Souvenir de librairie. Donc il a travaillé quelque temps dans cette fameuse librairie londonienne, qui était une librairie d'occasion. Et alors je sais pas vous si vous avez une expérience, au moins en tant que client, si vous êtes des mangeurs de livres dans les librairies d'occasion. Moi j'y ai passé toute ma vie quasiment depuis l'époque où j'étais étudiant ou même lycéen, parce que justement, euh, comme j'étais pas un fils de bourgeois, c'était impossible d'acheter des bouquins neufs, quoi. D'ailleurs, bah, tiens, ça me permet de faire le parallèle avec le- l'article où il parle du prix des livres. Et donc moi, quand j'étais très jeune, on va dire quand j'étais au lycée, j'avais la chance d'avoir une bibliothèque municipale assez bien fournie en face du lycée, donc ça m'a permis de lire pas mal de livres. J'ai saigné cette bibliothèque. J'ai toujours estimé que j'étais super chanceux parce que elle était super fournie en tout, que ce soit de la littérature de genre, la littérature classique, des sciences, etc. Enfin bref, j'y reviendrai tout à l'heure. Et sinon, ensuite, j'ai découvert qu'il y avait des librairies d'occasion, notamment Gibert, quand j'ai dû acheter mes livres, justement, pour
le lycée et pour la fac, et ça m'a permis de découvrir l'époque bénie où on pouvait acheter 10 livres avec, bon à l'époque du franc, hein, peut-être avec 20 balles. Je me rappelle que au tout début de l'euro, encore à Gibert, j'avais acheté 11 poches avec 10 euros. Alors ça paraît complètement fou aujourd'hui, hein. Mais j'étais parti à Gibert et j'avais acheté 11 poches avec 10 euros. C'était incroyable. Enfin bref, revenons à George Orwell. Et en fait, donc, pour tous ceux qui connaissent un peu les librairies d'occasion, on sait qu'il y a une espèce de clientèle assez typique. Il y a soit les vrais férus de littérature, enfin de livres, ouais, les mangeurs de livres comme nous, qui souvent avons des listes plein les poches et cherchons des livres pendant des années. Et on les lit, on les perd, on les revend, on essaye de les récupérer toute notre vie. En fait, c'est un cercle sans fin. Ça, c'est les clients que les libraires d'occasion préfèrent, parce que ce sont des vrais lecteurs. Et comme il le dit lui-même, la plupart, malheureusement, c'est pas ça. Il y a les snobs qui n'y jurent que par les éditions originales, euh, mais qui sont en vérité pas très férus de littérature. Il y a une catégorie assez étrange qui vient sans argent et qui se fait commander des monceaux de livres et qui ne vient jamais les récupérer. Il y a euh, une chose qu'il a notée, qui est vraie aussi, j'en parlais il n'y a pas longtemps justement avec un libraire d'occasion, toute une clientèle féminine. Et c'est marrant parce que lui, cet article, si je me rappelle bien, je regarde la date très vite, je sais plus si c'est 36 ou 46, je vais vous dire ça tout à la fin, publié dans Fortnightly en novembre 1936, donc c'est ça. Il a écrit en 36 et j'avais l'impression qu'il parlait d'aujourd'hui. Donc il parle de toute cette clientèle féminine qui en gros achète de la romance, quoi, et qui n'achète que ça. Alors bien sûr, il transpose aussi avec par exemple les férus de romans policiers. Et c'est étrange parce que déjà à l'époque, bon ok c'est les années 30, il y avait déjà pas mal de romans, il y avait déjà eu Sherlock Holmes et compagnie, mais et l'Angleterre, Dieu sait si l'Angleterre est la patrie d'origine du polar, avec Wilkie Collins et notre ami Agatha Christie et tous leurs contemporains, Woodhouse et compagnie. Et en fait il fait le parallèle à un moment entre ces deux types de clients. Et il montre que les fanas de Polar, en fait, ils ne lisent que ça, pareil. Et ils sont capables de se rappeler tous les titres qu'ils ont lus et ceux qu'ils n'ont pas lus, même s'ils ne se rappellent plus exactement du titre ou de l'auteur, et ils lisent la première page et ils savent s'ils l'ont lu ou pas. Et ça l'a toujours fasciné. Parce que pour lui, c'était une littérature entre guillemets de bas étage. Il explique souvent que, dans son article là, sur les bons mauvais livres, que en fait, il comprend pas trop en fait l'engouement de ses contemporains pour ce genre de littérature. Et bah, imaginez-vous ce qu'il pense de la littérature de midinette, là, ce qu'on appelle la chick aujourd'hui. Mais ça m'a fait rigoler parce que j'ai pensé, par exemple aujourd'hui, qu'on aille dans une librairie de livres neufs ou dans une librairie d'occasion, on est inondé par la romantésie. Ça a phagocyté même les autres rayons. Moi, par exemple, je suis fan de SF, je vais dans le rayon SF et en fait, il n'y a plus de SF. Il y a déjà, quand on rentre, un rayon romance, romantésie, des tables avec des livres, avec du jaspage et des couvertures dorées, avec des roses dessus, etc. Bon, bref, ok. Moi, ça me dérange pas. Je veux dire, il y a toujours eu des gens, comme il le dit, lui, de littérature à l'eau de rose, mais avant, ça ne débordait pas sur les autres départements de la librairie. Là, par exemple, vous allez en SF. Bon, en fait, il n'y a plus de SF, il y a deux trois livres de vrais SF qui se battent avec les livres de romantaisie. En fantaisie, c'est pareil. Vous allez en littérature générale, il y a encore de la romantaisie qui se mélange dedans, et les éditeurs qui courent après ce phénomène et qui sortent des éditions j'ai vu là, de Dumas par exemple, ou de Dracula, avec le même type de couverture qui brille, et tout ça en espérant séduire le public de Romantaisie. Et en fait, quand il en parle, là, ça m'a trop fait penser à ça. C'est une espèce de tumeur, cette littérature là, de romance à l'eau de rose. Et la Romantaisie n'en est que le dernier avatar. Il y a une quinzaine d'années, il y a eu la bitlit et la chicklit. Un peu avant, il y avait, je sais plus, la dark romance, ou c'est un peu après, je sais plus. Avant, il y avait Barbara Cartland.
C'est incroyable en fait. Et avant, il y avait Harlequin. Et apparemment, pendant les années 30, il y en avait déjà. Et c'est vrai que, par exemple, il n'y a pas longtemps, je suis parti chez un libraire d'occasion que je connais. Ça faisait plusieurs fois que je lui faisais la réflexion que ça commençait à devenir nul, sa librairie, parce qu'il n'y avait rien, quoi. Et il me dit, bah, c'est vrai, j'ai l'impression qu'on commence à devenir une librairie de meufs depuis qu'on a engagé. Parce qu'en fait, ils ont engagé une nouvelle libraire. Et en fait, elle connaît rien. Elle ne connaît que les livres de filles. Et lui, en plus, il me dit, c'est bizarre, parce qu'en fait, depuis qu'on l'a engagé, on fait un carton, on vend plein de livres. Mais bon, bah, je comprends, hein, c'est un équilibre à trouver. Il faut réussir à payer le loyer, mais comme je dis toujours, un libraire se doit d'avoir du fond. Et ça me fait toujours mal au cœur quand je rentre dans une librairie et qu'il n'y a pas de fond, en fait. Qu'il n'y a que soit justement ce genre de littérature, soit ce qu'on appelle les tours Eiffel en librairie aussi, surtout chez les bouquinistes, c'est-à-dire les derniers cartons du moment, quoi, les Musso, Lévy et compagnie. Et malheureusement, bah, ça tend à se généraliser dans la plupart des librairies. Et donc pour en revenir à cet article, parce que finalement en fait je parle plus de moi que d'Orwell, hein. Je suis un peu égocentrique, n'est-ce pas? Et ouais, il dit aussi que comme une librairie d'occasion, c'est toujours justement sur le fil du rasoir au niveau financier, ils ont souvent une deuxième activité. Lui par exemple à l'époque il vendait des machines à écrire d'occasion, il vendait des timbres, il vendait des cartes postales. Il se rend compte déjà qu'à l'époque, le marketing, par exemple pour Noël, en ce qui concerne les calendriers et les cartes postales, en fait, dès le mois de juin, ils étaient submergés par les envois de catalogues de ces fabricants. Et en fait, ils se rendaient compte qu'à la fin, pour les 2 derniers mois de l'année, c'était 70% du chiffre et qu'ils ne vendaient pas de livres. Et en fait, à la fin, il se dit que ça l'a presque dégoûté des livres, en fait. Il disait qu'au début, ça le faisait rêver de rentrer dans une. Enfin, je veux dire, je suppose que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes comme moi, et que c'est une passion les bouquins, et que vous avez tous eu cette sensation quand vous rentrez dans une librairie, qui plus est une librairie d'occasion, c'est une candy store, quoi. C'est une chasse au trésor sans fin. On a des étincelles dans les yeux, et presque parfois on ne sait pas par où commencer. On court partout pour essayer de trouver tous les livres dont on rêve. Et lui, c'était exactement cet enthousiasme-là qu'il avait au début. Et il dit qu'à la fin, en fait, ça l'a dégoûté des bouquins. Ça l'a dégoûté tant la clientèle que le marché propre à l'occasion, ça l'a rendu fou, en fait. Et alors, bien sûr, quand on est juste un client épisodique de, des librairies d'occasion, on s'en rend pas vraiment compte. Et si on n'a pas travaillé dedans, on s'en rend encore moins compte. Moi, toute ma vie, elle a tourné autour des livres. J'ai fait des études de lettres, j'ai été prof de français, j'ai été libraire, j'ai été courtier en bouquins. Et en fait, tout ce qu'il explique là, je pensais avoir été. Enfin, on pense toujours être le seul à ressentir ce qu'on ressent. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait presque 100 ans quoi, qu'il a écrit cet article. Et bon, moi, je suis pas arrivé au stade où j'ai été dégoûté des livres. Mais en tout cas, j'ai été dégoûté de ce genre de boulot, quoi. Parce que c'est exactement ce qu'il raconte. À un moment, il dit aussi que c'est un boulot qui est super usant pour la santé. Et ça, je peux le confirmer. Je me rappelle au début, quand j'ai arrêté d'être prof, justement, parce que j'en avais marre d'être un mercenaire qu'on envoie chaque année dans un bahut encore pire que le bahut de l'année d'avant. Je m'étais dit, bah, puisque j'aime les livres et que j'étais prof de français, autant essayer de travailler dedans, quoi. Et je me rappelle, les anciens me disaient, fais gaffe, tu vas t'user, fais attention quand tu soulèves des caisses de livres. Puis, comme d'habitude, quand on est jeune, on comprend pas la douleur. On comprend pas qu'on puisse avoir mal parce qu'on soulève des livres. Et quelques années plus tard, bah, moi aussi, j'avais les vertèbres éclatées. Et j'arrivais plus à supporter la route parce que je faisais des kilomètres pour livrer des mecs avec leur palette de bouquins là. Et finalement, c'est vrai que c'est une partie du travail qui, à la fin, en fout la manutention de livres en fait. Et le fait de toujours trier, ranger, re-ranger, déranger, re-ranger les livres, c'est horrible. À la fin, on n'en peut plus. C'est vrai que ça dégoûte presque des livres. Et pourquoi je dis ça? Ouais, parce qu'il avait eu cette sensation.
Et je voulais... Alors attendez, je feuillette un petit peu parce qu'en même temps que je parlais, je relisais ce qu'il disait. Et j'ai oublié en fait. J'ai oublié. euh, Pourtant c'est vraiment un petit article. Voilà, c'est pas très professionnel hein, de vous dire ça. En tout cas, tout ça pour vous dire que, par exemple, pour en venir au fait qu'on est obligé de, qu'on soit obligé d'avoir une deuxième activité quand on a une librairie d'occasion. Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'avais une boutique opus, par exemple. Pourtant, je vous avoue, il y a plein de gens qui me disaient justement, c'est une candy store, ta librairie, nanana. Et, mais quand même, euh, ça suffisait pas. Il fallait vendre, je sais pas moi, un peu de DVD, un peu. Bon, moi, ça me dérangeait pas. C'est de la culture, pareil. Un peu de CD, un peu de jeux vidéo, un peu. Mais on n'arrivait pas à ne vendre que des livres. Et surtout, euh, il y avait une catégorie de clients dont il parle lui aussi là. C'est le genre de client qui cherche l'erreur. Et ça, par contre, c'est une chose qui m'a toujours mis hors de moi. Parce qu'en tant que passionné de bouquins, moi, a priori, si un mec rentrait dans ma librairie et que je voyais que il aimait ça, il n'avait pas besoin de me demander de faire un prix, il n'avait pas besoin de me raconter l'histoire de sa vie pour que je lui offre un bouquin s'il n'avait pas assez d'oseille. Mais par contre, le genre de clients, alors qui étaient soit des faux clients, qui étaient en fait des collègues déguisés, ou des clients qui savaient très bien qu'il y avait des livres qui avaient une cote, entre guillemets, et qui espéraient les trouver à moins cher, et qui passaient 2 heures à tourner et à chercher l'erreur. Mais aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'être libraire. C'est que je trouvais ça dégueulasse. C'était des vendeurs de chaussettes, c'était pas des. Enfin bref. En fait, c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, c'est parce qu'il a tellement résonné en moi ce livre. Vous savez pas à quel point. c'est c'est incroyable. J'ai l'impression de voir défiler ma vie de, de, de libraire avec. Et en fait, il a touché à tellement d'aspects, euh, justement, du travail de libraire. Bon, après, journaliste, tout ça. Moi, j'ai pas été journaliste. Là, on va dire que je suis chroniqueur, podcasteur, hein. Mais je pensais pas, en fait, que depuis toujours, il y avait eu le même genre de clients exaspérants, le même genre de galères dans le boulot. À un moment, il dit que le fait d'avoir une librairie d'occasion, on est obligé d'avoir super froid en hiver et super chaud en été parce que on peut pas trop chauffer en hiver parce que sinon il y a de la buée sur les vitres et que la vitrine c'est 80% du chiffre d'affaires et que en été pareil, on peut pas trop baisser la température parce que de toute façon on n'a pas les moyens d'avoir la clim. Et ça m'a rappelé tellement d'histoires. Enfin bref. Euh, Ce premier article là, il fait pas beaucoup de pages, hein, ça doit être, je sais pas, une dizaine de pages. Et à un moment, il dit aurais-je été libraire de métier. Dans l'ensemble, et malgré la gentillesse de mon ancien employeur, aussi loin, ainsi que les bons moments passés dans la boutique, non. Toute personne disposant d'un peu de bagou et de capital devrait pouvoir gagner convenablement sa vie en vendant des livres, à moins de se lancer dans les ouvrages rares. La librairie n'est pas une profession difficile à apprendre et vous partez avec un avantage considérable si vous avez déjà ouvert un livre, ce qui n'est pas le cas de la majorité des professionnels. Et si vous saviez à quel point c'est vrai, si vous saviez à quel point c'est vrai, on peut aisément deviner ce qu'ils valent en jetant un œil aux revues spécialisées où ils publient des annonces pour compléter leur stock. Et là par exemple c'est vrai. Moi une des raisons pour lesquelles aussi j'ai arrêté le courtage là, c'est parce que j'en peux plus de devoir expliquer à des libraires qu'ils devraient acheter tel livre parce que c'est un vrai bouquin et qu'ils doivent pas. Surtout là depuis le Covid, là, il y a une génération de libraires, là, des espèces de trentenaires qui pensent que la librairie est une espèce d'Eldorado, que c'est un boulot romantique. Mais ils se lancent dans le boulot mais ils connaissent rien. Ils connaissent rien. Et quand on vient les voir et qu'on leur explique, ils croient qu'on leur fait l'article, qu'on est là pour. Alors qu'on s'en fout, c'est juste. En fait, la librairie d'occasion, c'est la seule profession qui marche pas par corporation.
Je me rappelle au tout début quand je me lançais dans ce boulot, et un collègue, il s'étonnait de me voir m'énerver justement, parce que chaque fois que j'entrais dans une librairie pour courter, je tombais sur soit des vieux cons, soit des mecs qui me prenaient de haut, qui étaient méprisants, soit des mecs qui me prenaient pour un voleur de livres. Et il me dit, mais t'as pas compris, les libraires d'occasion, ils pensent que c'est eux qui ont écrit les livres. Et, et ça a été une illumination pour moi. Je me suis dit, c'est vrai, il a raison. Il a raison, ils, ils sont hautains. Alors pas tous, hein. Je me suis fait de très bons amis dans le milieu, et comme partout, il faut trier le bon grain de livret. Mais c'est vrai que c'est un boulot désespérant en fait. Si on n'a pas une vraie passion pour les bouquins, moi je sais que ce qui m'a fait durer pendant un moment, c'est que euh, en fait, j'oubliais parfois que c'était un travail et que j'avais toujours cette envie de chasse au trésor, quoi, de trouver des livres fabuleux que je cherchais, ou de temps en temps quand je tombais sur un lot, il y avait que des bouquins qui me plaisaient. Alors c'est pour ça que j'ai pas fait fortune, hein, dans ce boulot. C'est parce que des fois je tombais sur des lots et je les vendais pas. Je les gardais. Alors bien sûr, des fois quand on n'en peut plus et que c'est une période de vache maigre, on est obligé de les revendre. Mais c'est marrant, ça m'a trop rappelé les galères de la vie de libraire d'occasion. Et donc là, je vous parle pas trop de l'article en fait. C'est vrai. Mais ce que je vous raconte en gros, c'est ce qu'il raconte lui aussi. Et comme je vous dis, il a un éventail de clients. J'ai l'impression de voir des visages devant moi. Donc, je sais pas, peut-être que ça vous gavez ce podcast, que ça devient plus une espèce d'autobiographie de votre humble serviteur. Bah là non, ça va pas être une autobiographie parce que le deuxième article c'est Confession d'un chronique littéraire. Et là c'est à mourir de rire. En fait, bon, il parle de ce qu'il connaît, hein, et il explique qu'un critique littéraire en fait, il vit dans une chambre froide, et jonché de mégots de cigarettes et de tasses de thé à moitié vides, euh, qui dort 2 heures par nuit, qui repousse sempiternellement le moment où il doit écrire son article, qu'il a des piles de courrier en plus des piles de livres, et 90% du courrier en fait c'est des relances et des huissiers qu'il course, mais il espère toujours et il sait que dans une des lettres il doit quand même avoir un échec pour l'article précédent qu'il a écrit, et qu'au bout d'un moment, passé quelques heures de brouillard cognitif, quand il voit la deadline arriver, il arrivera tout de même à sortir un article sur le dernier paquet qu'il a reçu par la poste de son éditeur là, ou de son rédacteur en chef, qui lui demande justement de faire une critique sur ses bouquins, et que malheureusement, il fera une critique qui n'évaluera pas sa réelle considération pour le bouquin, mais qui sera en gros du marketing, et une espèce de publicité demandée et par l'éditeur et par la rédaction du journal. Et en fait, pourquoi aussi ça a résonné en moi, ce, ce texte, c'est que pendant longtemps, euh, justement pendant mes pérégrinations là, soit de chercheurs de bouquins, soit de vendeurs de bouquins, soit euh, d'enseignants de bouquins quand j'étais prof, je me disais putain quand même ça doit être cool de pouvoir vivre, comme disait Bernard Pivot, le métier de lire. Et puis petit à petit, à force de regarder les émissions littéraires, à force de voir et de comprendre aussi comment fonctionnait ce deal en fait entre les médias et les maisons d'édition. Parce que pareil, quand j'étais libraire, à un moment donné, pour avoir des livres neufs à vendre, en fait, les journalistes vous revendent de leurs services de presse. Et on se rend compte que la plupart des journalistes, en fait, ils les lisent jamais, qu'on leur fait des fiches pour, surtout quand c'est des journalistes télé ou radio, quoi. Et que c'est vrai, c'est pas un mythe. 90% ils lisent pas les bouquins. Ils ont des dédicaces, ils vous demandent surtout arracher la page de dédicace avant de le vendre, comme ça on sait pas que c'est moi. Et, et moi je me rappelle, hein, j'ai eu affaire des fois à des journalistes assez connus. Et pourquoi je vous dis ça?
Ouais. Et donc en fait, on se rend compte que malheureusement, ça veut rien dire la critique de livre. Alors c'est vrai, lui à son époque, c'est la critique dans les journaux et qu'il y avait encore une certaine aura. Euh, Quand on était un critique assez réputé, soit de cinéma, soit de littérature, on pouvait, c'est vrai, faire entre guillemets, soit totalement ruiner la carrière d'un auteur, ou le contraire, le porter au nu et faire en sorte qu'il vende des dizaines de milliers d'exemplaires. Ça arrive encore parfois, mais vu que maintenant ça s'est totalement émietté, euh, la critique littéraire, qu'il y a même des podcasteurs comme moi qui parlent de livres, ça a un peu moins d'incidence. Le truc, c'est que en réalité, par exemple, là, euh, je regarde par devoir professionnel, on va dire, ou par conscience professionnelle, je regarde encore souvent la grande librairie. Alors moi j'aime bien Trapenard, hein. J'ai l'impression qu'au fond c'est un mec qui aime vraiment les livres et qu'il doit quand même en lire pas mal. Mais au début je trouvais que c'était une amélioration par rapport à Bunel parce que il faisait un effort. Sur ses plateaux parfois il y avait pas que des romanciers, là, des rentrées littéraires, toujours les mêmes avec des livres qui servent à rien. Et la littérature blanche, il faisait un effort pour avoir toujours un ou deux mecs de littérature de genre, ou parfois il y avait des plateaux où c'était des historiens, des essayistes. Il variait un petit peu et c'était intéressant. Mais depuis quelques temps, c'est affligeant. Je veux dire, qui peut croire déjà qu'il lit ces bouquins là et qu'en plus s'il les lit, bah, il perd des années de sa vie à lire de la grosse merde. Et en plus là, je veux dire, tout le monde le dit, hein, tout le monde le dit. Les rentrées littéraires, là, c'est devenu catastrophique. Il y a 700 livres qui sortent et il y a 2 rentrées littéraires par an. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est n'importe quoi. Et en plus, là maintenant, je me dis, d'un côté, heureusement que j'ai pas. Enfin, il aurait fallu une émission. Je sais pas, par exemple, il y a une émission sur France Culture qui s'appelle Mauvais Genre. Je me dis, à la limite, ouais, là, puisque ça traite que justement de littérature de genre, et peut-être que là, j'aurais pu apprécier le fait de travailler en tant que critique littéraire. Mais sinon, là, en vérité, c'est de la misère. C'est soit vraiment ne pas lire les livres, ou les lire en diagonale, en lecture rapide, vite fait, ou avoir un assistant qui fait une fiche, soit les lire et saigner du nez et mourir à petit feu. Et en fait, c'est ce qu'il explique dans cet article, c'est que pourquoi il n'a pas tenu, c'est parce qu'en réalité, à la fin, c'était tellement affligeant la qualité de ce qu'il disait, de ce qu'il voyait, et c'était tellement dur. Comme il dit à un moment, c'est vendre dilapider son âme par petits morceaux, en fait, tout doucement, parce que il est conscient des livres qu'il doit chroniquer, il est conscient de l'escroquerie que c'est cette chronique qu'il doit délivrer, et que petit à petit, en fait, bah, il se détruit lui-même, parce que n'importe qui a une conscience, au bout d'un moment, il n'en peut plus. N'importe qui aime les livres. Et c'est ça le paradoxe de tous ces articles, c'est pour ça, sommes-nous ce que nous lisons. C'est qu'en réalité, pour l'instant par exemple, ces deux activités, que ce soit libraire d'occasion ou chronique littéraire, ça l'a plus éloigné des livres, qui étaient à la base sa passion. Et c'est incroyable. On se rend compte qu'en fait, que parfois il faut pas s'approcher trop du rêve. On se brûle les ailes, en tout cas par rapport au système qui est en vigueur apparemment depuis les années 30. Là, cet article, il date de 1946. Et en fait, c'est ce qu'il dit. Pendant pareil, les 8 ou 9 pages de cet article, il dit qu'il n'en peut plus, que justement, c'est pour ça qu'il retarde à chaque fois l'échéance, et que malgré tout, s'il était honnête, il dirait juste ce livre est nul. Il le dit là, dans plus de 9 cas sur 10, la seule critique objective consisterait à dire ce livre est nul. Et la véritable réaction du chroniqueur serait probablement ce truc ne m'intéresse pas le moins du monde et je n'écrirai pas une ligne dessus si je n'étais pas payé pour le faire. Mais un journal publiant ce genre de choses perdrait tous ses lecteurs. Et ce ne serait que justice, les lecteurs attendent d'être guidés vers les livres qu'on leur demande de lire et ils attendent une évaluation. Mais dès que l'on commence à parler de la valeur d'un livre, toutes les échelles s'écroulent, car si l'on dit, et tout critique le dira au moins une fois par semaine,
que Le Roi Lear est une bonne pièce de théâtre et que The Four Just Men d'Edgar Wallace est un bon roman policier, comment faut-il interpréter l'épithète bon? Ça veut tout dire, hein, ce qu'il dit là. Ça veut tout dire. Et donc en fait, dans les deux cas là, c'est ça, c'est à quoi ça sert d'être un rouage dans ce système. Donc à la fin, il s'est dit, passons à autre chose. Et c'est là qu'on passe à l'article suivant, qui est les bons mauvais livres. Et ça par contre c'est extraordinaire, parce que comme tout mon genre de livre, ça vous allez être d'accord avec lui une fois de plus. C'est quoi le principe des bons mauvais livres? En fait, là lui ce qu'il explique c'est que, alors comme je vous le dis, lui il a quand même une haute idée de la littérature. Il estime qu'en gros la littérature de genre ou de divertissement, elle vaut pas grand chose. Mais par contre, il se rend compte que certains grands auteurs, alors lui il parle de la littérature anglaise, hein, mais certains grands auteurs en fait ne passeront jamais à la postérité parce que paradoxalement, certains auteurs de divertissement, bah, malgré tout, ils ont cette petite touche qui fait que au lieu de s'attaquer à notre raison, en fait ils s'attaquent à notre émotion et ils arrivent à nous emporter. Et que même si on les lit pour juste passer le temps, ou un voyage en train, ou passer une après-midi sur un transat pendant les vacances, finalement, ils nous feront plus de bien, ou ils resteront plus longtemps en nous que, par exemple, justement, là, comme il parlait de Shakespeare ou d'un grand auteur anglais de l'époque. Et en fait, il donne plein d'exemples comme ça, où il se dit que finalement, bah, Sherlock Holmes ou H.G. Wells, pourtant, nous on estime que c'est des c'est des bons auteurs, hein. Et ben pour lui, c'était quand même de la littérature un peu de bas étage. Donc il était peut-être un peu snob, notre ami Orwell, ou au contraire, il avait une tellement haute idée de la littérature qu'il estimait que c'était quand même, malgré tout, que de la littérature de genre. Et bah, pour lui, finalement, c'est ça, des bons mauvais livres. C'est que l'être humain, en fait, il a besoin aussi de récréation de l'esprit. Et ça, c'est un truc que j'ai compris très tôt aussi, que on pouvait être intéressé par soit de la littérature dite vraiment classique et entre guillemets des temps anciens, soit par justement des sciences dures ou par, je sais pas moi, des récits historiques ou je sais pas moi, la linguistique ou enfin, que sais-je encore. Mais que parfois, ah ben, on est obligé de s'accorder une récréation cognitive, en fait de laisser la rationalité de côté et de se laisser emporter par des vrais conteurs. Et Dieu sait que les anglo-saxons, comme je le dis toujours, ont, ont toujours eu ce sense of wonder. Beaucoup plus que les auteurs français, par exemple. Et grâce à ça, ils ont réussi à perdurer pendant des années et des décennies. Et donc là, c'est sa théorie sur les bons mauvais livres. Et ce qui nous emmène au dernier article qui est des livres ou des cigarettes. Alors ça, c'est un article que j'ai kiffé parce que euh, en fait, lui, justement, comme c'est quelqu'un qui a une haute idée de la littérature, il se dit qu'en fait, le prix d'un livre, euh, ouais, ça a une vraie valeur objective et que ça vaut le coup en fait. Même si c'est un peu cher pour, on va dire, un prolétaire. Il donne l'exemple, là justement, il était avec son rédacteur en chef lors d'une grève et il parlait avec un ouvrier pendant cette grève et il lui demande si justement il lisait la critique littéraire de son journal. Et l'ouvrier en question lui répond, bah, tu crois quand même pas qu'on lit ça? La moitié du temps, ça parle de bouquins qui coûtent un shilling et demi. On n'a pas les moyens de claquer un shilling et demi dans un bouquin. Et il dit, il s'agissait ici d'un homme qui n'hésitait pas un instant à dépenser plusieurs fois cette somme pour aller passer une journée à la mer ou pour aller boire des bières au pub.
Alors, si on le prend dans ce sens-là, on peut que n'être d'accord avec lui, parce qu'ensuite, ce qui est marrant dans cet article, c'est que il fait tout un calcul. Il estime qu'il a chez lui acheté pendant les 15 dernières années de sa vie à peu près 440 bouquins. Plus apparemment il a un endroit où il est en stock, on va dire un box, où il a à peu près la même quantité. Et alors il fait le calcul, il dit qu'il y a des livres qu'il a achetés, des livres qu'il a reçus en cadeau, des exemplaires de presse, dès qu'il a emprunté qu'il a jamais rendu, dès qu'il a prêté temporairement. Il fait une moyenne en gros, et il dit que ça lui fait à peu près 980 bouquins, et qu'il a dépensé donc en 15 ans à peu près 175 livres. Donc tout ça, c'est par rapport à la valeur des livres de l'époque, hein, des années 40, pareil. Et donc après, il donne plein d'exemples. Il dit, mais ça paraît cher, mais quelqu'un qui achète juste un paquet de cigarettes par jour, bah, en fait, ça lui coûte plus cher. Ou s'il achète des cigarettes et qu'il boit juste une pinte de bière par jour, et ben là encore, ça lui coûte plus cher. Donc c'est un faux débat que de se dire que dépenser un shilling et demi dans un livre, c'est trop cher, parce qu'en réalité, euh, se payer une place de cinéma, acheter une bière ou acheter des cigarettes, en fait sur l'année, ça revient plus cher que d'acheter des livres. Alors si on prend son point de vue comme ça frontalement, on va se dire bah c'est vrai, il a raison. Mais étant issu d'un milieu, pas défavorisé, mais on va dire populaire, moi aussi, déjà il y a deux choses. Il y a le fait que on ne peut pas enlever aux gens euh, la liberté d'avoir des centres d'intérêt différents. C'est vrai que pour tout lecteur, ça paraît aberrant de voir quelqu'un dépenser de l'argent, je sais pas, dans la tease ou dans les clopes, et après quand on lui dit mais pourquoi tu lis pas, il dit mais c'est trop cher, j'ai pas d'argent. Mais il a le droit lui de préférer aller teaser ou de préférer aller au cinéma ou comme il disait, là, dépenser de l'argent pour aller en vacances. Il a le droit, il peut se dire moi je préfère aller en vacances, lire des bouquins. Malheureusement, comme vous le savez peut-être, là, il y a eu la nouvelle enquête sur la lecture et les Français. C'est la première fois qu'il y a moins de 50% des gens qui lisent régulièrement et qui lisent au moins un livre par mois. Euh, donc on est à 48% là. Et en plus, si on enlève en vérité les BD, les mangas, tout ce qui n'est pas vraiment, entre guillemets, de la lecture de livres sans images, peut-être on baisse un peu plus. Et que par contre, c'est la lecture sur écran qui a pris le haut du panier sur ceux qui lisent. Donc, pour un pays comme la France, tatati tatata, bref. Moi, de toute façon, ça fait longtemps que je me rends compte que malheureusement, le lecteur est une espèce rare. Et en plus, si on veut être snob, on peut aussi se rendre compte que dans les 48% qui restent de lecteurs, j'allais dire assidus, mais en tout cas réguliers, si on enlève tous les lecteurs qui lisent du Musso, du Lévy, de la Romantaisie, et franchement, c'est pas pour être pédant ou pour, j'allais dire, avoir un jugement de malheur. En vérité, c'est quand même un jugement de valeur. Faut être honnête. C'est comme ce qu'il disait sur les bons mauvais livres. On a le droit d'en lire quelques-uns, des livres comme ça. Mais si on lit que ça sert à rien de lire, franchement. C'est mieux de faire autre chose. Parce que là, c'est vraiment de l'argent dépensé pour rien. Euh, et en plus, là, je parle pas genre sans avoir essayé. À l'époque où justement j'étais prof ou libraire, par constance professionnelle, j'ai essayé de lire ces bouquins. C'est abominable. Je veux dire, je comprends même pas comment on peut lire ça. Après, j'avais un collègue prof à l'époque qui m'avait dit, mais tu comprends pas. Quelqu'un qui, justement, n'a pas de culture littéraire et qui veut lire et qui regarde n'importe quelle émission à la télé, on lui dit que Catherine Angot c'est bien, que Guillaume Musso c'est bien, il essaye de lire, il lit 3 pages, il saigne du nez, il lira plus jamais. Et en fait, c'est vrai. C'est un peu le serpent qui se mange la queue. Il n'y a pas de lecteurs. Ceux qui essayent de lire et qui n'ont pas de culture littéraire, ils regardent une émission littéraire, on leur dit de lire euh, les 3-4 tocards là, qui vendent des livres depuis 20 ans et qui sont sur les listes des best-sellers. Bah, bien sûr que s'ils essaient de lire ça, ça va pas leur plaire. Ils disent pas, ils disent, bon putain, c'est ça la littérature, bah j'arrête. Donc déjà, ça c'est un facteur qui fait que bah, y a plein de gens qui vont pas lire et qui vont se dire ah, putain j'ai acheté en plus sérieux le mec qui achète par exemple le dernier Marc Lévy en grand format quand il vient de sortir ça coûte 28 euros. Bah,
C'est inadmissible. Le mec, il a le droit de porter plainte. Ou qu'achète justement une autofiction là, à la Catherine Angot, ou que sais-je encore. Là. Quand je vois, là, à chaque fois que je vais dans un Cultura ou à la Fnac, je vois les best-sellers. Hein. C'est les mêmes auteurs depuis 15 ans. Les mêmes. Musso, Lévy, là en ce moment il y a Sylvain Tesson, là, je sais pas quoi. Il y a toutes les meufs là aussi, là justement, la chiclite bizarre là. En ce moment c'est Dupuis ou je sais pas quoi, l'INSEE. Sur qui servent à rien, ça nique le cerveau. Ok, comme disait Orwell, un bon mauvais livre comme ça pendant l'été, on lira un. C'est normal. Mais que les gens continuent à lire ça. Aurélie Valogne, je fais, sérieusement. Enfin, j'espère que parmi les mecs, les mecs, pas les mecs, les auditeurs de ce podcast, je suis désolé si je heurte certains fans d'Aurélie Valogne, mais j'espère que c'est pas ça que vous lisez, quoi. Parce que là, c'est abusé. Et en tout cas, pour en revenir à ce qu'il dit là sur son calcul, et de dire que finalement, bah si le prix du livre, en fait, c'est un prix qui est raisonnable et qui vaut le coup, bah je suis désolé, c'est pas vrai. Comme je vous le disais, moi quand j'ai commencé à vouloir vraiment lire régulièrement, j'étais au lycée, à l'époque c'était en francs, un grand format ça valait 120 francs. Bah, je suis désolé, c'était impossible. Alors je me rappelle encore une fois, hein, j'étais je sais plus, en seconde je crois, et je crois que je venais de lire un Stephen King que j'avais pris à la bibliothèque, et il y avait une camarade de classe qui était juste devant moi, qui se retourne, qui m'entend parler de ce bouquin avec un pote là, et qui me dit ah c'est quoi, je lui explique, elle me dit ah ouais bah, je vais aller l'acheter. Moi je dis quoi? Elle me dit ouais je vais aller l'acheter. Je dis mais pourquoi tu vas l'acheter, ça coûte 120 francs, pourquoi tu vas pas le prendre à la bibliothèque? Elle me dit non mais comme ça je le garde. Alors c'est vrai que moi j'aurais voulu hein, être dans son cas de figure de me dire je peux prendre 120 francs et aller acheter un livre et le garder chez moi. Et c'est la première fois aussi où j'ai compris la différence justement de classe sociale. Elle faisait partie d'un milieu où c'était possible de rentrer, de dire à son père papa tu me donnes 120 francs et je vais acheter un livre. Bon, moi c'est pas que mon père aurait refusé de m'acheter un livre, c'est qu'on n'avait pas 120 francs à mettre dans un livre. En plus moi c'était déjà l'époque où j'allais pas lire un seul livre. Une fois que j'allais rendre le Stephen King, j'allais prendre un Tolkien, et après j'allais prendre un Frank Herbert, et après j'allais prendre une biographie d'Alexandre le Grand, et après, enfin bref, dans le mois il m'aurait fallu, et c'est ce que j'ai toujours dit, quelqu'un qui lit un livre par mois, ou qui est issu d'une classe sociale pour qui 120 francs à l'époque, ou 28 euros aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un café l'après-midi avec un pote, ouais, c'est pas grave. Il peut mettre ce prix dans le livre. Mais déjà, pour un vrai lecteur, même s'il est riche, c'est impossible. Quelqu'un qui lit un livre par semaine, euh, 30 balles, quand il l'achète au moment de la sortie, en grand format. Et encore, je dis 30 balles quand c'est un roman. Mais par exemple, moi je vous parle souvent de la collection Belin, là, Mots anciens. C'est 49,99 €. 90. 50 balles. Encore une fois, je dénigre pas le travail des auteurs. Par exemple, Mondes Anciens, c'est à chaque fois un collège d'historiens, il y a un directeur de collection qui est un grand historien de je ne sais quelle université, il y a des cartographes qui ont aussi des droits d'auteur sur les cartes qu'ils ont. Mais il faut arrêter. Moi j'ai travaillé justement dans le monde du livre, les éditeurs, c'est des escrocs. Un auteur, en général, il a entre 8 et 12% des droits d'auteur, sauf quand c'est justement Musso ou le dernier Goncourt qui a eu de la chance et qu'on a vendu 2 millions. Après, il peut réussir à négocier un peu plus, mais de toute façon, il dépassera jamais 15 ou 16%. Et je suis désolé, on va me dire oui, mais c'est l'éditeur qui les imprime, nanana. Ouais, mais c'est l'auteur qui écrit. L'auteur, il devrait avoir minimum 50%. Alors c'est vrai, s'il a la chance d'avoir son livre qui est ensuite édité en poche, c'est vrai, c'est 50%. Et après même, s'il vend les droits, et ça, c'est 50%. Mais 90% des auteurs, leur livre ne sera jamais édité en poche et il se vendra entre 500 et 2000 exemplaires. Donc vous allez me dire, oui, c'est pour ça, c'est le risque de l'éditeur. Mais ok, là, depuis le Covid, le papier, il a un peu explosé, tout ça. Mais
déjà ça a redescendu, et depuis l'avènement de l'imprimerie informatisée, ça valait plus si cher du tout d'imprimer des livres. Et faire en sorte que l'éditeur, à la fin, dans sa poche, en gros, il y a 90% qui revient, c'est de la fils de puterie. Je suis désolé, j'ai jamais compris ça. C'est abusé. En plus, à tous les étages, ils s'en mettent plein les fouilles, l'éditeur, l'imprimeur, le diffuseur. Oh, faut arrêter. Faut arrêter, c'est des prix de fou. Et ça ne mérite pas ces prix-là. Et j'ai toujours dit aussi que justement, on dit que la France c'est un pays de culture et tout ça, mais pourquoi il y a un élitisme culturel justement et la vraie barrière en fait culturelle, c'est pas le fait que les livres soient inaccessibles et qu'ils soient censurés. Par exemple, la censure, elle est économique. Les prolos ne pourront jamais acheter des livres à 30 balles, en tout cas plus d'un livre par mois. Ce serait déjà extraordinaire. Et pareil, en ce qui concerne les droits d'auteur, on sait par exemple qu'il y a une traduction, ça peut coûter cher. Mais déjà, ils rééditent des classiques et des livres qui sont libres de droit, euh, toutes les maisons d'édition. Et grâce à ça, déjà, ils amortissent tous leurs frais annuels. Il faut venir du papier de Chine, de Bulgarie, de je sais pas où. Enfin bref, ça paraît peut-être un peu vindicatif, mais c'est parce que c'est un truc que j'ai constaté et j'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas un syndicat d'auteurs, par exemple, qui fait que fuck, arrêtez vos conneries, vous êtes milliardaires les éditeurs et vous nous cassez les pieds, déjà à pas payer les auteurs et en plus à mettre des prix qui n'existent pas. Ou par exemple, les salons du livre. Je sais pas si vous savez, mais euh, dans le prix, par exemple, on arrondit à 30 euros là, c'est entre 24, 28 et parfois 30 euros là, un grand format quand il sort, de roman, on va dire. Sur ces 30 euros, euh, quand justement un représentant de maison d'édition vient justement proposer ce livre à un libraire, en fonction de la taille du libraire, il lui fait une remise. Parce qu'il ne peut pas le vendre au libraire à 30 euros, c'est le prix facial. Il gagne rien sinon le libraire. Si vous êtes la Fnac ou Gibert ou Cultura, il va vous le vendre à 40% moins cher. Donc votre marge à vous, ce sera ces 40% là, moins les autres frais, le loyer de la librairie, l'électricité, etc. Ok, si vous êtes un petit libraire, bah, ce ne sera pas 40%, ce sera 20%, 30%, 15%, en fonction du volume de livres que vous pouvez lui acheter. Mais quand par exemple il y a le salon du livre, une fois par an, là, c'est les éditeurs qui viennent eux-mêmes, qui ont des stands monstrueux, et qui vendent leurs livres en direct. Alors pourquoi ils les vendent pas à moins 40%? Vous allez me dire encore, bah ouais, mais il fallait payer le stand sur le salon, etc. Ouais, d'accord. Mais déjà, il y a le syndicat du livre, etc. Le Centre national du livre qui les aide. Ils ont des subventions de l'État. Il y a une caisse qui est faite pour ce salon chaque année. Et ils mettent tous en commun. Enfin bref. Même s'ils ne le vendent pas à moins 40%, ils pourraient les vendre à moins 30%. Il n'y a aucune raison. C'est de la vente en direct. Et il n'y a aucun éditeur qui fait que. Et en plus, on paye quand on vient au salon du livre. On paye. Moi, c'est vrai que je me suis toujours arrangé pour pas payer. Soit quand j'étais prof avec ma carte où on a moins 5% ou je sais pas quoi. Ou euh, à une époque, quand on venait à la dernière heure, on payait pas. Ou parfois, je connaissais des potes qui travaillaient dans des maisons d'édition, je rentrais avec eux. Enfin bref. Mais déjà, c'est super cher. Et pourquoi Fayard ou Gallimard qui est là avec son super stand à 1 milliard de dollars là, il me vend un livre comme si j'étais dans une librairie. Donc je suis désolé, c'est un truc, c'est pas normal. Et c'est là où je suis pas d'accord avec Orwell, c'est le seul truc. En vérité, c'est trop cher les livres, c'est trop cher. Et encore une fois, je dis pas ça par rapport à la qualité des livres, hein. Je dis pas ça par rapport au fait qu'il faut pas payer les auteurs. Au contraire, à la limite, si c'était les mêmes prix, mais que les auteurs avaient vraiment 50% des droits, et que les avances qu'on leur proposait, c'était pas des avances parfois. Parce que, comme je vous le dis, il y a une différence entre un auteur établi et un mec euh, qui commence, ou c'est encore pire, justement, je vous parlais des livres d'histoire, ou les essais, parce que ça, c'est encore une niche dans la niche. Là, les mecs,
Moi j'ai parlé avec plein de mecs, justement, à force de travailler dans ce milieu, qui, par exemple, à un moment, je parlais avec un qui était devenu un peu un ami, qui avait écrit chez Robert Laffont le bouquin sur Céline. Et il avait aussi écrit quelques bouquins d'histoire, les morts les plus stupides de l'histoire. Bah, moi au début je me dis, bah ça va alors, ça c'est super bien vendu tout ça, tu dois quand même, entre guillemets, t'as assuré, t'es fait une caisse pour... Il m'a dit quoi? Il m'a dit, mais t'es fou. Il m'a dit, déjà, t'es payé au lance-pierre, parce que les droits, une fois qu'on a eu l'avance, c'est 1 an après qu'on est payé. Et il me dit, mais en vérité, le bouquin sur Céline, en vérité, il n'y en a pas tant que ça qui sont vendus. Et les bouquins sur les conneries de l'histoire, là, en fait, comme on était plusieurs, une fois qu'on a divisé les droits d'auteur par 3 ou 4, bah, c'est revenu à rien. Et au début, je ne croyais pas trop, mais après, en fait, en décortiquant les chiffres, je me suis rendu compte que c'est vrai, pour un auteur comme, je sais pas, par exemple, je parlais du Goncourt, là, le télé, là, qui a réussi, c'est le premier depuis des années, là, à vendre 2 millions d'exemplaires. Comme par hasard, pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est de la science-fiction déguisée en littérature blanche. Bah, il en a vendu 2 millions, donc on va dire qu'il a peut-être mis 1 million dans sa poche. Mais sinon, la plupart des écrivains, ils ont un boulot à côté, ils n'arrêtent pas d'écrire. Enfin, ils n'arrêtent pas de travailler pour écrire. Et c'est inadmissible. Et je vous parle même pas des auteurs de bande dessinée, par exemple. Là, c'est encore pire. Là, justement, cette industrie, elle pourrait pas vivre sans les dessinateurs, les encreurs, même et c'est horrible. Ils touchent des fois des 4%. 4% du prix. C'est une mafia. Je trouve ça. C'est pour ça d'ailleurs que depuis que l'avènement des plateformes comme Amazon et tout ça, il y a plein de mecs qui se mettent en auto-édition. Parce que là, ils peuvent maîtriser vraiment le prix du livre et savoir exactement combien d'argent va rentrer dans leur poche. Et paradoxalement, moi je pensais que c'est un truc qui marchait pas trop, mais il y a plein de gens en fait. Il y a plein de gens qui arrivent à vendre. L'autre fois, je voyais un mec qui disait j'ai réussi à gagner 10 000 euros cette année. Bah, 10 000 euros pour un mec inconnu qui vend des e-books sur Amazon, euh, c'est mieux que la plupart des mecs qui vendent 3 000 exemplaires d'un livre une fois tous les 3 ans. Et bah, ça veut dire 3 000 exemplaires, s'ils gagnent 10%, super. Peut-être, allez, on va être gentil sur le grand format. Ah, il va gagner 1,50 € peut-être par bouquin. Alors là, je sais que je me suis éloigné du, du livre de George Orwell, mais le titre fallait dire Sommes-nous ce que nous lisons. J'étais d'accord avec lui sur les 3 premiers articles, mais sur le dernier, non. Et encore maintenant, hein. Pourquoi j'ai aussi fait ce podcast? Je vous parle sous. J'avais une auditrice une fois qui m'a dit tu parles un peu trop de la manière dont tu t'es procuré les bouquins, où on peut les avoir pas cher. Mais en fait, je trouve que c'est essentiel. Quelqu'un qui aime vraiment lire, quelqu'un qui lit, allez, on va être gentil, un livre par semaine, qui essaye, ou qui en tout cas se fait des piles à lire, comme on dit. Bah, sincèrement, s'il n'a pas 1000 manières différentes de acheter des bouquins pas chers, bah c'est foutu pour lui. Alors je sais que maintenant, il y en a plein qui me disent aussi, il y a les liseuses, il y a les e-books, parfois c'est un peu moins cher. J'avoue que je me suis jamais mis sur ce truc, je suis trop vieux pour ça, je pense. J'ai pas le réflexe de m'acheter une liseuse. Alors j'ai vu, hein, l'encre électronique, c'est vrai, ça fait pas mal aux yeux, la vraie encre électronique. Et à une époque, j'avais entendu dire que quand on achetait la Kobo chez la Fnac, on avait 10 000 classiques gratuits avec. C'est vrai que c'est fabuleux. C'est une bibliothèque portative quand on part en vacances, etc. Mais c'est un, c'est vrai. Je me suis jamais mis dedans, peut-être un jour. Mais en tout cas, euh, moi qui ai depuis le début bataillé pour lire et avoir des livres moins chers, et en plus je vous parle pas des comics et des BD, il n'y a pas que les livres, enfin tout ce qui se lit quoi. Et si j'avais dû payer à chaque fois le prix facial, bah, j'aurais jamais lu. Heureusement c'est vrai. Et ça, par contre, c'est une chance qu'on a dans ce pays. On a des bibliothèques, des médiathèques fabuleuses. Alors j'ai entendu dire que ça commence un peu à décroître parce que comme pour tout, euh, leurs subsides, leurs subventions commencent à être coupées à la serpe.
Mais pendant longtemps, moi je sais que même pendant longtemps, on va dire peut-être jusqu'à presque ma trentaine d'années, tu vois, on va dire au moment où j'ai commencé à être prof et que j'ai commencé à discuter avec certains collègues qui me disaient qu'ils avaient une bibliothèque chez eux, et moi que j'avais tellement été habitué à prendre le livre à la bibliothèque, parce que pour moi c'était impossible, vraiment, d'aller acheter des livres au prix neuf. euh, je leur ai dit, mais quoi? Mais pourquoi t'achètes des livres? J'en étais arrivé au stade où, en fait, c'était de la science-fiction pour moi d'acheter des livres. C'est juste après, justement, j'ai commencé à me dire, bah non, c'est vrai, il va falloir que je me débrouille, en fait, pour me faire plaisir, quoi. Alors, justement, il y a eu Gibert, il y a eu les librairies d'occasion, il y a eu les bouquineries, il y a eu les librairies spécialisées, par exemple, à l'époque où je suis vraiment rentré dans la SF et la fantasy. Et j'ai eu de la chance aussi d'arriver à une époque où, déjà, c'était en francs, et ou même à l'époque où c'était en euros, où pendant des années et des années, il y a eu par exemple, il y avait une librairie devant Gibert, elle existe toujours, mais bon, maintenant, ils ont vraiment augmenté leur prix. Mais il y avait Boulinier, par exemple. Et Boulinier, il y avait des livres à 20 centimes. Et pas de la merde, hein. Moi, j'ai trouvé des livres, des Néo, des Opta à 20 centimes. J'ai trouvé des livres d'histoire, hein, genre perdus, qui étaient plus édités depuis des années. Des livres à 1 euro. Ça m'a permis de me faire une vraie bibliothèque. Sans compter après, comme je dis toujours, le fait d'acheter des drouilles et de les revendre à Gibert ou dans toutes les librairies d'occasion qui revendent et pour faire un bon d'achat et souvent en plus quand on prend un bon d'achat il y a 10 ou 20% en plus. Alors bon là, comme je vous dis, hein, je m'égare et je suis parti de chez Orwell, mais par exemple si on revient à Orwell, euh, pour les quelques fidèles qui écoutent ce podcast depuis le début, je sais pas si vous vous rappelez, le premier podcast que j'avais fait, c'était sur le Silmarillion. Et à la fin, j'avais parlé un peu de la traduction. Et alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'Orwell, il est connu pour 1984. Et malheureusement, 1984 fait partie de ces chefs-d'œuvre de la littérature qui ont eu les honneurs d'une nouvelle trad, il y a un an ou deux. Comme le Silmarillion, comme le Seigneur des Anneaux, comme plein de bouquins ces derniers temps. Et comme tous ces bouquins, bah, elle est catastrophique. C'est la nouvelle trad. Alors bien sûr, on va me dire, t'es qui toi pour juger la trad de professionnel? C'est vrai, je suis personne. Je suis juste un mec qui lit depuis des années et qui, en tout cas, en ce qui concerne les bouquins qui passent de l'anglais au français, euh, je suis légitime pour juger une trad parce que je suis aussi anglophone que francophone. La moitié des bouquins que j'ai sont en anglais, donc je peux faire la différence. Et comme je l'avais dit pour le Silmarillion, par exemple pour le Silmarillion, euh, je ne mésestime pas le travail. Comme je vous l'avais dit, j'avais écouté la conférence là à la BNF, les mecs, le projet Coquille, là, les mecs qui sont vraiment donné du mal, parce qu'il y avait des informations en plus qu'à l'époque les premiers traducteurs n'avaient pas eu. Mais en tout cas, malheureusement, par rapport aux trades qu'on avait eues précédentes, il y a quelque chose qui s'est perdu. Parce qu'il y a aussi le fait que, et je le dis souvent, il ne faut pas oublier que ce soit 1984 ou que ce soit Tolkien, 84 c'est 48, Tolkien c'est les années 30. Plus proche de nous, il y avait la roue du temps. Là. Je vous avais dit, Brajlon, ils avaient enfin décidé de faire l'intégrale et puis ils avaient fait une nouvelle traduction qui était ignoble. Ils avaient détruit ce chef-d'œuvre de la fantasy. Et ok, ça c'était que les années 90, mais les deux femmes qui avaient, les deux traductrices qui s'étaient occupées de ça chez Fleuve Noir, elles avaient, comme c'était dans les années 90, elles avaient encore un background, on va dire du XXe siècle, quoi. Elles avaient une manière de penser, de traduire, justement une certaine connaissance littéraire, un certain style qui faisait que elles s'approchaient réellement du texte d'origine. Là, par exemple, dans 1984, ils ont même enlevé le terme novlangue. Vous savez, dans ce roman, il y a un dictateur, Big Brother et tout ça, et justement, il y a un travail sur la langue, ils enlèvent plein de mots, et il y a ce qu'ils appellent la novlangue, la nouvelle langue, quoi, qui fait que tout le monde parle pareil, etc.
Et quand j'ai entendu, j'avais lu un article là-dessus, puis c'était passé dans certaines émissions, j'ai dit que même ce terme, il l'avait anglais. Mais novlangue, c'est passé dans le langage courant. Tu vas pas enlever novlangue de 1984. En plus, ça sert à rien de te faire une nouvelle traduction. Comme je l'avais dit, ok, il y a certains auteurs, on sait qu'on les a charcutés. Euh, les Faulkner, les Hemingway, ça on sait qu'à l'époque, il fallait juste débiter de la littérature. Euh, Par exemple, la série noire, il fallait que ça fasse 228 pages. Même si le livre il en faisait 300, bah, on coupait allègrement, on s'en foutait. Ok, il y a certains auteurs, c'est vrai. Il fallait retraduire parce que ça avait été du charcutage. Mais il y a d'autres auteurs. Je dis, moi, le Silmarillion, c'est le livre que j'ai le plus lu dans ma vie. La dernière fois que je l'ai lu, j'allais le jeter à la poubelle. Je me dis, ça y est, en fait, ça marche plus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plus le même traducteur, c'était le nouveau, là. Mais c'était ignoble. Tout le lyrisme, et tout l'épisme qu'il y avait dans le Silmarillion qui m'avait rendu fou toute ma vie, il avait disparu. C'était plat. C'était plat, c'était plat. Ça voulait rien dire. Et donc là, c'est mon dernier coup de gueule sur le monde de l'édition, c'est la trad. Il y a plein de trad qui sont à chier en ce moment. Et comme je le conseille souvent, faites attention aux trad. Parfois, une nouvelle trad, c'est pas un gage de qualité. Alors, je sais pas depuis combien de temps je vous parle là, pour un bouquin. Oh putain, ça fait 1 heure. Pour un bouquin qui faisait 40 pages. J'en ai pas trop parlé, hein. Après tout, hein, un podcast, c'est aussi parfois pour s'affranchir même du livre dont on parle, hein. C'est un thème. Et puis, c'est la première fois que je vous raconte un peu ma vie. Vous n'êtes pas obligé d'écouter jusqu'au bout. D'ailleurs, comme je le dis souvent, je sais même pas si il y a des auditeurs qui écoutent jusqu'au bout. Si, comme j'ai eu 2 commentaires d'une auditrice qui apparemment avait écouté 2 podcasts sur des livres d'histoire justement, et ça lui avait plu, elle avait écouté jusqu'au bout. Donc je suis content. Et ben voilà, en fait c'était une petite pastille et sur Orwell, qui était un vrai, qui a une vie dure, et sur le monde des livres d'occasion, d'édition, etc. Et en tout cas, alors je me doute hein, que parmi ceux qui m'écoutent, il y en a plein qui connaissent le monde des livres, de comment ça fonctionne, mais comme je vous l'ai dit un peu précédemment, là, je fais aussi ce podcast pour donner des conseils, pour les passionnés de livres qui ont pas forcément les moyens d'acheter. Et je dis pas ça d'une manière, ouais, d'une façon péjorative, hein. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des livres au vrai prix. C'est sûr et certain. J'ai réussi péniblement, au bout de décennies entières, à me faire une petite bibliothèque. Et malgré tout, il m'est arrivé 1000 fois de revendre une partie ou tous mes livres parce que justement, quand on n'a plus d'argent, j'ai toujours dit, en fait, des bouquins, c'est un peu aussi comme un livret épargne, quoi. Quand on n'a plus d'oseille, c'est une chose qui est facile à revendre et ça nous permet d'avoir une bouée de sauvetage. Mais que ce soit les bouquins, les comics, les BD, ça m'est arrivé 1000 fois de les revendre et de devoir recommencer à les acheter. Et justement, si je devais les acheter au prix neuf, bah, je serais mort. Et même comme ça, dans les précédents podcasts, là, je vous ai parlé des Robert Howard, là, chez Neo, pendant des années, c'était trouvable. Bah, maintenant, je suis dégoûté en fait. J'ai vendu mes Neo il y a quelques années parce que je savais que ça avait un peu de valeur et parce que c'était un moment où je devais déménager, j'avais plus de thunes. Et en me disant, bah c'est bon, de toute façon, je les retrouverai. Bah, j'ai retrouvé peut-être 40%. Et de l'ensemble des Néo, pas que des Howard. Donc en fait, c'est pour ça aussi, je me suis servi de ce bouquin comme prétexte pour dire à tous ceux qui ont envie de lire un peu plus et qui ont envie aussi d'acquérir des livres, de pas seulement les louer, enfin de les emprunter à la bibliothèque, parce que il arrive un âge aussi où, ça c'est un truc de vieux, je vous le dis, pendant longtemps je me rappelais parfaitement des livres que j'avais lus, des années après, je me rappelais vraiment et tout, ou en tout cas j'avais l'illusion que je me rappelais. Et mais le problème c'est que si je me rappelais plus, ou si je voulais revenir dessus, bah, vu que je les avais juste empruntés, bah, je pouvais pas les avoir. Et par exemple là pareil, pour faire un podcast comme je fais, bah, si j'empruntais juste les livres, je pourrais pas
reprendre des bouquins, en parler. Et donc je vous dis, le moment où j'ai vraiment voulu les acquérir, mais pas par pur matérialisme ou par collectionnite ou par juste par passion des bouquins. Comme tous ceux qui aiment les livres, au bout d'un moment, on aime être entouré de livres en fait. Et il y a des bouquins, il y a des bouquins qu'on garde pas, hein, qu'on lit, qu'on estime qu'on ne relira jamais, on s'en fout. On les revend, on les donne. Et il y a des bouquins qu'on veut garder. Et donc je vous le redis encore en termes de conclusion, n'hésitez pas. On est dans un pays où, même en province, par exemple moi avant, la majeure partie de ma vie, je l'ai passé à Paris ou en banlieue parisienne, et depuis quelques années je suis en pleine Cambrousse, quoi. Et malgré tout, il y a des Emmaüs, par exemple. Il y a des Emmaüs, il y a des secours populaires, il y a des brocantes. On arrive quand même, toujours, à trouver des bouquins. Alors c'est vrai, la campagne, c'est pas une grande ville. La campagne, il n'y a pas Gibert. La campagne, il n'y a pas Boulinier. La campagne, il n'y a pas euh, 50 Emmaüs, parce qu'il y en a déjà 20 dans Paris, par exemple, et un ou deux dans chaque ville qui sont autour. Mais on en trouve quand même. Bien sûr, il y a Internet. Internet, moi je trouve que par rapport à il y a quelques années, c'est devenu quand même très cher et il y a moins d'offres. Il y a le fait aussi, moins de gens y pensent, et je le redis encore, d'acheter des drouilles, justement, d'acheter des trucs qui vous intéressent pas, mais qui valent 20 centimes, 30 centimes, 50 centimes, et de les vendre par exemple sur Momox, ou de les vendre à Gibert, ou de les vendre par exemple Cultura, là, il y a ça fait, je sais pas, 6 mois, où on peut vendre des livres à Cultura, et on a un bon d'achat et on peut le dépenser dans Cultura. Et ça, par exemple, c'est cool. Moi, je sais que par exemple, là où j'habite, justement, comme il n'y a pas Gibert et tout, moi, je fais souvent ça. Je ramasse n'importe quoi. Et en plus, le truc, c'est que au bout d'un moment, on acquiert une expertise. Comme on est des mangeurs de livres, on sait un peu ce qu'est un bon livre. Et Cultura, à la différence de plein d'autres magasins, en fait, ils rachètent en fonction de la qualité du livre, intrinsèque du livre. Et souvent, on est étonné, c'est des bons prix quand même. Bon, après, malheureusement, on est obligé d'acheter neuf chez Cultura. Ils commencent à avoir un peu de gaz, mais c'est pas encore le cas. Il y a les recycleries aussi depuis quelques temps. Il y a plein de recycleries. Alors, les recycleries, ça dépend. Il y a les recycleries de Bobo où ils vendent des poches à 5 euros. Et il y a des recycleries qui comprennent que c'est juste pour recycler. Ils vendent des poches à 50 centimes, 1 euro. Et l'avantage, c'est que souvent, en plus, dans ce genre de magasin, ils connaissent pas les livres. Le livre, c'est toujours le parent pauvre des associations. Les mecs qui connaissent pas, vous pouvez avoir la chance de tomber sur des pépites pas chères. Donc voilà, en tant que mangeur de livres, sommes-nous ce que nous lisons? Peut-être. En tout cas, pas tout ce que nous lisons. Au bout d'un moment, quand on commence à savoir qui on est, ce qu'on aime, peut-être. Et sinon, en tout cas, j'espère que ça vous aura donné l'envie de continuer à faire bombance de livres, hein. Et s'il y en a encore parmi vous qui veulent me laisser des petits messages ou faire partager ce podcast pour qu'il commence à grandir un peu plus, pour qu'on concurrence la grande librairie et qu'on parle que de vrais livres, nous, hein, qu'on soit pas ennuyeux à mourir. Et après je dis ça, encore une fois, Trapenard, c'est un mec que j'aime bien. Je doute que s'il avait les coups des franches, il y aurait des mecs un peu plus intéressants dans son émission. Bon allez, 1h13, c'est abusé pour un petit bouquin. Au revoir les mangeurs de livres. À bientôt.